D'aussi loin que chacun se souvienne, tous ceux qui sont sortis du silo sont morts tués par les dangereuses toxines d'un monde hostile. Le shérif Nichols a demandé à sortir. C'était une combattante. Attention, niveau d'oxygène critique. Mais aujourd'hui, elle est morte en héros. En héros du silo. C'est des conneries! Elle est peut-être dehors quelque part. Encore en vie. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la Watchlist, notre émission qui vous parle séries télé, fantasy, fantastique et de science-fiction. Ici Guillaume et nous allons parler aujourd'hui de la saison 2 de Silo, diffusée entre le 15 novembre 2024 et le 17 janvier 2025 sur Apple TV. Et pour ce faire, je suis avec Justine. Comment vas-tu, Justine ? Ça va très bien, ravie de te retrouver et de retrouver notre autre comparse qui nous avait manqué, Briac. Oui, ça y est, on le retrouve maintenant dans les derniers épisodes là. Donc effectivement, nous sommes aussi avec Briac. Comment tu vas ? Eh ben, ça va très bien. Je suis ravi d'être là avec vous. Briac qui avait d'ailleurs, je crois, donné Silo saison 2 comme une série que tu avais plutôt appréciée dans le bilan 2024 qu'on avait fait. Donc à voir si ton avis a un petit peu changé. Précisons que c'était au bout de 2 épisodes, donc peut-être que ça va jouer un rôle dans cette watchlist. Peut-être, c'est un indice. Pour rappel, nous avions consacré une watchlist à la saison 1 de Silo. C'était d'ailleurs notre toute première watchlist, Justine. Je ne sais pas si tu t'en souviens, on l'avait fait ensemble. Que d'émotions. Ouais. Et c'était vraiment une mini watchlist, puisque du coup, elle doit durer à peine 10 minutes. Mais oui, on était jeunes et naïfs. C'est ça, on voulait vraiment faire des formats assez courts. Et puis maintenant, on fait des watchlists qui durent 1h30, c'est n'importe quoi. On a lâché l'affaire, voilà. Margot Barallon, également journaliste spécialisée, nous avait elle aussi recommandé la série dans une case de la 3e édition de notre calendrier de l'Avent. N'hésitez pas donc à écouter ces épisodes si ce n'est pas déjà fait. Pour rappel, Silo est une série post-apo, adaptée de la trilogie de romans de Hugo Way. Elle est showrunnée par Graham Yost, connu pour la série Justify, et on y retrouve Rebecca Ferguson, qui a explosé, on peut le dire, ces dernières années avec les films Mission Impossible et Dune, aux yeux du grand public en tout cas, mais aussi Tim Robbins, Ian Glenn ou encore Common pour les acteurs les plus connus. Petit disclaimer, voilà, on va spoiler cette saison, donc soyez prévenus, on va pas rentrer absolument dans le détail, quoique, mais on risque de vous divulgacher des éléments de l'intrigue, donc soyez prévenus, arrêtez-vous là si vous n'avez pas envie de vous spoiler la saison avant de l'avoir regardée, et sinon, eh bien écoutez, vous êtes au bon endroit. Et avant toute chose, Justine, est-ce que tu peux bien nous raconter un petit peu cette saison 2, s'il te plaît ? Oui, alors si vous, effectivement, vous ne l'avez pas encore vu, partez pour le moment, mais surtout pensez à revenir une fois que vous aurez vu la saison. C'est ça, pour nous retrouver pauses. Et nous donner votre avis. En fin de saison 1, on avait laissé Juliette Nichols, je ne sais pas si vous vous souvenez, quitter son silo d'origine pour, dans l'étonnement général, ne pas s'écrouler comme tous les autres bannis au bout de quelques pas. Et elle avait vu que l'environnement du silo n'était en fait pas une nature verdoyante, mais un paysage dévasté, avant de continuer sa route vers l'un des nombreux autres silos qui existent autour. Dans la saison 2, on continue à partir de là et on voit Juliette pénétrer dans le silo numéro 17, qui est apparemment vide. Alors, en l'occurrence, non, on va vite se rendre compte. Et elle explore les différents niveaux. Donc ça implique parfois de contourner des cadavres, de reconstruire des voies d'accès ou de plonger à d'importantes profondeurs, puisque les niveaux inférieurs ici sont complètement inondés. Juliette découvre un bunker au niveau de l'étage du département informatique, mais dans lequel un homme qui se fait appeler Solo finit par accepter de l'aider, à condition que Juliette répare la pompe qui permettrait d'éviter la montée des eaux dans les mois à venir. Solo parle à Juliette du monde d'avant. On comprend qu'il en sait un petit peu plus sur le fonctionnement des silos, mais que ça reste malgré tout limité. L'héroïne est aussi confrontée dans cette aventure à un petit groupe d'adolescents qui a survécu dans une certaine violence dans ce silo désaffecté, avec un bébé et très peu de ressources. Elle parvient à venir en aide à tout ce petit monde en réparant à la fois du matériel et des relations, avant de repartir, vêtue d'une combinaison de pompier, c'est important pour la suite, pour son silo d'origine où elle craint qu'une révolution n'éclate. Et pendant ce temps, en effet, dans le silo 18, le départ de Juliette et son refus de nettoyer la vitre ont entraîné un sentiment de révolte, d'autant que certains comprennent qu'elle a été exilée et qu'elle n'est pas du tout sortie de son plein gré. Bernard, avec l'aide de la juge Meadows,
qu'il finit par évincer, tente de calmer les tensions et de maintenir malgré tout son emprise sur les habitants du silo. Les conflits malgré tout mènent à la séparation physique des étages, avec les forces militaires bloquées tout en bas, et l'escalier en partie détruit par le sacrifice de Pete, le père de Juliette. Oui, j'avais prévenu que je spoilais. En parallèle de cette contestation politique et sociale, on a le personnage de Lucas qui est libéré de sa peine de travaux forcés et engagé par Bernard pour creuser les mystères du silo. On découvre avec lui qu'il y a des moyens de communication entre le silo et l'extérieur, qu'il y a au total 50 silos et qu'un long tunnel un peu mystérieux mène à des secrets que Lucas n'a pas le droit de révéler au risque d'engager une procédure de sécurité qui empoisonnera toutes les personnes du silo. Heureusement, Juliette revient à ce moment-là et elle, grâce à son aventure à l'extérieur, elle a appris comment arrêter cette procédure si jamais elle était déclenchée. Mais encore faut-il que Bernard la laisse rentrer dans le silo. Tous les deux se retrouvent coincés dans le sas de décontamination quand la procédure d'incinération se déclenche. Mais je rappelle que l'un des personnages possède une tenue de pompier, ce qui peut être utile pour la suite. Et à la toute fin de la saison, et je terminerai sur ça, on a une séquence de flashback qui nous donne à voir ce qui est probablement le monde d'avant les silos, où une femme qui est visiblement une journaliste interroge un membre du Congrès américain sur la possibilité d'une contre-attaque après le lancement d'une attaque radioactive par l'Iran sur le sol américain. À cette occasion, on découvre l'origine de l'une des reliques centrales dans le silo de Juliette, à savoir cette fameuse pièce maîtresse qui est le distributeur pèse en forme de canard. Voilà. Ça me semblait important de terminer sur cette information capitale. C'était un peu énervant, ça. Très bien, merci Justine pour ce récap de cette saison 2. Écoute, raconté comme ça, on se dit waouh, mais il se place plein de choses dans cette saison, c'est incroyable. Attends, c'est l'art du storytelling, voilà, c'est un talent. C'est ça, de la révolte, l'exploration d'un monde abandonné. Des canards des canards en plastique. On va le voir, c'est peut-être pas si palpitant que ça. Avant d'évoquer nos avis, petit retour sur les différences entre le roman et la série, pour celles et ceux qui seraient curieux et curieuses, puisque donc, on l'a dit en introduction, on est sur une adaptation d'une trilogie. Donc ces 2 premières saisons adaptent le premier roman. Voilà, à l'issue de cette saison 2, maintenant on en est sûr, le premier roman a été intégralement adapté. Et ça a amené évidemment quelques changements vis-à-vis du déroulement de l'histoire. Dans les différences les plus notables, la création de nouveaux personnages. Donc, par exemple, le juge Meadows, incarné par Tanya Moody, est un personnage exclusif à la série, qui, à l'issue de cette saison 2, a connu un arc assez complet. Donc, on a vraiment un peu creusé ce personnage quand même. Mais aussi Salvador Queen, qui est pas un personnage à proprement parler, puisqu'il n'a pas d'incarnation dans la série, mais qui représente l'un des MacGuffin de cette saison, et donc qui a été une invention aussi importante. Quelques interactions entre personnages assez différentes également, notamment entre Juliette et Lucas, puisque dans le roman, grâce à Solo, qui lui apprend l'existence de plusieurs silos, Juliette garde contact avec Lucas lors de son exploration du silo abandonné, le fameux silo 17. Lucas, qui d'ailleurs, du coup, l'aide dans sa progression et la tient informée de la rébellion en cours, ce qui est assez différent et je dois dire, en fait, en y réfléchissant, un petit peu plus logique que ce que nous propose cette saison 2 où Juliette reste totalement ignorante des événements en cours de son silo. Elle a juste l'intime conviction que ça va pas bien se passer, qu'il faut qu'elle se dépêche, mais elle n'a pas particulièrement d'indices concrets pour cette motivation-là. Donc voilà globalement comment les différences un peu majeures dans le déroulé de l'histoire. Je note aussi, même si c'est assez anecdotique, mais c'est assez logique puisque du coup l'adaptation est faite de nos jours, un aspect technologique un petit peu plus prononcé, un petit peu plus avancé, puisque toute la partie effectivement IT et la découverte de l'héritage se voit dotée d'éléments un peu plus modernes que ce qu'on avait pu voir jusqu'à présent, une tablette, quelque chose qui pourrait être une espèce d'intelligence artificielle, qui sont des choses qui sont présentes dans les livres, mais vraiment à un niveau beaucoup plus archaïque. Je crois que dans les bouquins, l'héritage n'est pas du tout numérisé, par exemple, et l'algorithme qui un peu prend des décisions et qui est là représenté par quelque chose qui semble être une intelligence artificielle, en tout cas, est vraiment un truc beaucoup plus basique dans les romans, beaucoup plus binaire, quoi. Il me semble que vous n'avez pas lu les romans de votre côté. Je ne sais pas si vous avez un avis particulier sur ces différences d'adaptation.
Ce qui est intéressant, on va revenir là-dessus très rapidement, mais tu disais que c'est la Juge Meadows, Ouais. c'est ça, le personnage qui a été inventé pour la série. Ça fait partie des personnages que j'aimais bien, moi, dans la série, que je trouvais assez intéressant. En plus, qu'on montre qu'elle a une relation avec Bernard. Et je trouvais qu'au début de saison, elle faisait une espèce de contre-pouvoir par rapport à Bernard, ce qui fait qu'on avait une situation plus intéressante que rebelle contre l'autorité du silo. Et le fait qu'il s'en débarrasse très rapidement dans la série fait que maintenant, sachant que c'est un personnage qu'ils avaient inventé, vous auriez dû aller oser jusqu'au bout et vraiment implémenter votre création dans l'histoire. Et je pense que par exemple la saison aurait pu être plus riche peut-être avec cette situation-là. Mais j'en sais rien, bien sûr, mais ça m'a interpellé que tu nous dises que ce soit un personnage inventé pour la série. Et aussi le fait, oui, que Lucas reste en contact avec Juliette, ça aurait été sans doute nettement plus intéressant. Il y aurait eu plus de cohérence avec le fait que Juliette sait qu'il y a une révolte où elle se doute, etc. Enfin, là, il y a un côté... c'est le personnage malin du truc et seule elle peut empêcher tout ça. Donc, c'est un peu... C'est intéressant, mais voilà. Et par contre... j'aime bien aussi dans le fait qu'ils aient séparé ça, on peut avoir Lucas qui se développe comme un personnage autonome et pas que en relation avec Juliette. Et du coup, ça, il y a un truc intéressant aussi avec ses propres enjeux, ses propres peurs, sa relation avec sa mère, etc. Donc ça apporte aussi peut-être un peu plus de profondeur au personnage au-delà d'être le guide lointain dans l'oreillette, quoi. C'est ce que dit un peu le showrunner Graham Yost qui a fait ses choix pour justement, comme tu l'as dit, développer ses personnages, notamment le choix de créer Meadows, ça a été vraiment pour développer le personnage de Bernard en fait, qui dans les romans avait moins de facettes et là du coup permet de jouer sur cette complexité avec cette notion des ombres justement, enfin de son ombre et de la compréhension qu'on a du fait qu'il est seul et qu'il n'a pas encore choisi d'ombre, alors que dans les livres, en fait, Lucas est choisi tout de suite comme étant son ombre et il n'y a pas de débat à ce sujet-là, quoi. Et effectivement, en gros, ce que disait Graham Yost par rapport à la relation entre Juliette et Lucas, c'est que, comme dans la saison 1, ils ont développé le personnage je vais retrouver son nom, George Wilkins, qui était donc le copain, le compagnon, l'intérêt amoureux de Juliette dans la saison 1 et qui va débuter toute l'enquête un peu des mystères du silo. Il trouvait ça un peu pas très crédible que Juliette tout d'un coup bascule aussi vite en fait dans une autre relation. Alors bon, en soi, on peut aussi avoir des relations homme-femme qui ne basculent pas dans un intérêt amoureux, hein, c'est possible, Monsieur Yost, ça peut être juste des collègues, des amis, des gens qui s'entraident. Pas quand ils ont ce physique tous les deux. C'est pas possible. Non, ça ne marche pas. Mais en tout cas, il voulait pas ce qui était dans le roman, quoi, qui développait vraiment ce relationnel entre les personnages. Il voulait pas le mettre en scène comme ça tout de suite. On peut imaginer du coup que ça sera le cas plus tard dans la saison 3 notamment. Mais voilà, les modifications ont été faites, selon lui en tout cas, pour vraiment creuser les personnages et leur donner un peu plus d'épaisseur, ce qui est assez logique aussi, hein, quelque part. Eh bien, parlons de cette saison 2. Qu'en avez-vous pensé, chers amis? Justine, vas-y, lance-toi. Alors, je commence par dire que, dans l'ensemble, j'ai bien aimé, si tu veux. J'ai pas passé un mauvais moment, mais vous sentez venir le « mais » derrière. Il y a des choses que j'aime beaucoup, comme le côté MacGyver de Juliette, la partie exploration d'un nouvel espace qui est potentiellement désaffecté, les dangers que ça représente, etc. Ça, c'est en gros le premier épisode, quoi. Ça, j'aime beaucoup le fonctionnement. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que la saison était agréable, mais j'ai pas ressenti de grosses émotions. On est sur quand même une succession de mystères avec des mises en danger des personnages pour plein de raisons, et en fait, je me suis pas spécialement investie. Je pense qu'il y a quand même un souci de rythme qui est important dans cette saison. J'ai eu l'impression qu'on piétinait en fait à plein d'aspects, à plein de niveaux, avec l'idée que il y a plein de personnages, mais il y a des personnages qu'on a parfois du mal à comprendre dans leur motivation ou dans leur fonctionnement. Moi, le personnage de Patrick, il serait pas là, honnêtement, ça me change. Le patoche. Voilà, ça me change pas grand-chose. Donc voilà, il y a des personnages, j'ai un peu du mal à voir ce qu'ils viennent faire là, et après, encore une fois, j'ai pas lu le bouquin, donc peut-être que, voilà, il y a des choses comme ça, ou peut-être qu'ils seront plus importants pour la suite, mais
y a des personnages, j'ai l'impression qu'ils sont là pour être là, et ça me pose un peu problème. Mais ce qui m'a le plus gêné, c'est voilà cet effet de piétinement qui va être renforcé par des vrais faux mystères qui sont là pour ralentir l'intrigue, ou qui sont présentés de telle façon qu'ils ralentissent l'intrigue. Je pense au code secret, le cipher que Lucas comprend. On comprend que ça vient d'un livre, et il y a une mise en attente incroyable pour dire mais on se demande bien à partir de quel livre. Ouais. Mais mec, vous en avez pas des livres, vous en avez un, donc enfin voilà, au bout d'un moment donc tu vois, il y a des choses comme ça où tu te dis bah ça me paraît un peu évident dans le fonctionnement du truc, dans cette atmosphère là. J'ai eu l'impression d'être dans un mauvais escape game, tu vois, où t'as la réponse tout de suite et tu vois les personnages se galérer à trouver. Donc voilà, il y a des choses comme ça, comme autour du personnage de Solo, alors qui est un beau personnage, et j'aime beaucoup l'interprète, mais on comprend que c'est pas véritablement son nom, qu'il ment, ou en tout cas il cache quelque chose sur son origine. Mais en fait, même quand on a la résolution, ça apporte pas énormément d'aspects sur ni sur lui, ni sur le fonctionnement du silo. Ça nous permet d'insister sur l'horreur de la révolte qui oblige à des sacrifices, qui oblige à des choix horribles. Mais j'ai envie de dire, Juliette, pour rentrer, elle a dû enjamber des cadavres, donc on se rend bien compte que, si tu veux, il y a eu de la mort et de la désolation. Donc voilà, j'ai trouvé que ça, c'était un élément aussi un peu artificiel qui rajoute du pathos pour pas grand-chose, d'autant que Juliette elle-même n'est pas un personnage très émotif et très en pâte, donc voilà, il faut peut-être négocier avec ça. Et puis des grosses ficelles, voilà, des tours de passe-passe, oh, il existe une drogue qui permet à tout le monde de perdre la mémoire. Ça niveau technique de science-fiction, c'est un petit peu facile, j'ai envie de dire. Voilà, ça me paraît un peu cheap pour ce genre de projet. Tout comme l'espèce de faux suspense sur en fait le personnage de Martha a trahi tout le groupe. Oui. Bah non, en fait, elle fait partie des gentils depuis le début, et c'est elle qui a tout appris à l'héroïne qui est globalement la plus intelligente. On se doute que non seulement elle a pas trahi, mais qu'il y a une astuce. Alors, il y a un petit renversement qui est bien, parce qu'on ne sait pas en fait comment voilà, quelle est cette pirouette et comment elle n'a pas trahi véritablement, mais on essaye de nous faire croire que on a cette trahison, et globalement personne n'y croit. Les personnages ont l'air d'y croire, mais nous on reste un petit peu bloqués, enfin moi je suis restée un petit peu bloquée sur ça. Donc voilà, des petits trucs comme ça qui ralentissent l'intrigue pour rien, tout comme le fait que Juliette plonge, mais que non, on ne gère pas du tout la maladie des caissons comme ça, en fait. C'est pas parce que tu redescends de 2 mètres que ça va mieux. Voilà, c'est un peu plus compliqué. Et elle pourrait juste mourir à ce moment-là, normalement. Mais bon, voilà. Donc tu vois, c'est des astuces un peu faciles pour dire ouais, mais il fallait qu'on fasse 10 épisodes, et là j'ai assez que pour en faire 7. Alors on va rajouter des trucs petit à petit. Voilà, c'est des détours qui font qu'on tourne en rond. Et je pense que quand tu proposes une série à mystère, tu peux t'appuyer sur, enfin tu peux avoir confiance en l'intelligence des spectateurs, quoi. T'as pas besoin de rajouter des fausses pistes aussi limitées, et qui font que tu reviens sur tes pas aussi facilement. Voilà, je trouve que c'est une série qui part d'un principe intelligent dans sa construction, et qui là nous prend un peu pour des cons, honnêtement. Voilà, c'était ma conclusion. Très bien. C'est vrai qu'en plus, je rebondis rapidement sur ton avis sur l'aspect effectivement rythme. En fait, ce qui est assez frustrant, c'est que à la fois, en effet, il y a des choses qui sont trop longues dans leur résolution, et en même temps, il y a des trucs qui sont trop rapides par rapport à une certaine logique réaliste entre guillemets, Ouais. quoi. Notamment, effectivement. Tu l'as dit, donc Solo est enfermé a priori depuis un certain temps, depuis toujours même presque, enfin depuis son enfance dans le bureau de l'IT, et on découvre un peu plus tard qu'il y a quelques survivants supplémentaires dans le silo, et ils sont tous, ces deux entités, ces deux groupes sont
ont l'air d'être relativement ennemis, antagonistes. Ouais, ils ont plein de raisons de se détester, quand même. C'est ça. Moi, à la place de Solo, Juliette, elle se barre. J'ai peur pour ma vie, quoi. Parce que je veux dire, à tout moment, ils vont me tuer et prendre toutes les ressources qu'il y a, puisque à la fin, Solo les accueille. Il y a une espèce effectivement, d'ouverture du personnage qui, en soi, est belle. Et Moi, jamais j'ouvre. Hein. Je vous préviens, en cas de fin du monde, jamais j'ouvre. Le mec, il a tout le confort, etc. Les autres, ils veulent le tuer, c'est mort. C'est ça. Il y a quand même un joli arc pour le personnage, mais moi, j'aurais aimé effectivement voir un peu plus de défiance entre eux et un peu plus d'accoutumance entre ces deux groupes, quoi. Puisque là, à part le fait que, oui, regardez, il a une cicatrice, du coup, ça prouve bien qu'il a pas, il s'est juste défendu, il a pas tué vos parents, parce que c'est ça qui est à l'origine de la querelle. Alors que effectivement, la jeune femme qui est la principale instigatrice de cette rancune, on va dire, elle a l'air quand même assez vénère et pas trop dans l'idée de négocier avec qui que ce soit, quoi. Donc ça aurait peut-être mérité, et en plus ça Silo le fait plutôt bien, de faire des dialogues entre les personnages pour poser des choses, faire des face à face, des moments un peu plus posés, quoi. Et on le disait aussi au début, enfin en tout cas tu en parlais pendant ton récap, il y a un côté en effet pas très, enfin ça marche pas, cette espèce d'urgence qu'on essaye de nous mettre en place du côté de Juliette, sur le fait qu'elle veut se dépêcher parce qu'elle pense que son silo est au bord de l'implosion, et elle a raison, mais en fait elle en sait rien. Parce qu'on sait, nous, en tant que spectateurs, ce qui s'y passe, en fait. Et alors, ok, certes, on voit que ça s'escalade, etc., mais peut-être qu'on aurait eu, parce que du coup, globalement, la saison est un petit peu découpée en 50% côté Juliette, 50% côté Silo, mais les épisodes mélangent ces deux histoires parallèles. On aurait aimé, peut-être à certains moments, pour faire monter la tension, n'avoir que des moments dans le silo abandonné avec Juliette, par exemple. Ça aurait pu être assez cool, parce que là, on se serait demandé, on aurait, comme le personnage, ressenti cette attente de ne pas savoir ce qui se passe, quoi. Donc, effectivement, je te rejoins assez sur ça. Briac, de ton côté, c'est quoi un peu ton ressenti, du coup? Est-ce que Silo mérite encore ton badge série remarquable de 2024, fin 2024, début 2025, ou pas tant? Alors, non. Ok. Voilà, merci Briac. Salut. Non, mais quand même c'était bien. Je suis comme Justine, genre je veux pas dire que j'ai pas aimé complètement. Il y a quand même des choses que j'ai aimées. Et je pense qu'en plus, là où ils ont été malins, c'est que je trouve le premier épisode très bien. C'est un épisode où on va juste suivre Juliette toute seule qui rentre dans l'autre silo. Sans dialogue, quasiment. C'est ça, alors assez courageux comme épisode, je trouve, et donc vraiment intriguant et bien foutu. Et le dernier est bien aussi, genre très rythmé, il se passe beaucoup de choses, et donc tout ce qu'on attendait pendant la saison, quoi. Et c'est, alors j'arrive plus à retrouver quel cinéaste disait ça, mais qu'en gros, si tu réussis la fin de ton film, on te pardonnera tout. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire que là, on est genre, oui, bah j'ai envie de voir la 3e saison, là c'était bien, quoi. La fin, oui, ça fonctionnait bien. Mais je suis exactement comme vous, je trouve que tout le reste de la saison, à part à certains passages plus intéressants que d'autres, mais il y a un espèce de gros passage à vide où on attend que les choses avancent. Et l'énorme souci, me semble, mais c'est des choses que tu as déjà dit, Justine, c'est la caractérisation des personnages qui fait que, à part une poignée d'entre eux dans le silo, je m'en fiche. Enfin, en gros, ils ont pas de personnalité, c'est des personnages fonction. Ce qui est pas un problème en soi, mais au bout d'un moment, pour nous faire passer autant de temps avec eux, s'il se passe pas en plus grand chose en termes purement de péripéties, on décroche, quoi. C'est-à-dire que moi, j'aime bien Bernard, là, je vais par Tim Robbins. Je trouve que le personnage fonctionne parce que il est méchant, mais il est pas, on n'arrête pas de nous montrer à quel point il pense qu'il fait ça parce que c'est ce qui doit être fait et c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Donc je trouve qu'il reste quand même assez intéressant. J'aime bien Paul Billings, le shérif aussi. J'aime bien Martha, mais je crois que c'est plus Harriet Walter qui est vraiment sympathique comme interprète que voilà. Personnage, pardon, je te coupe, mais personnage qui, je trouve, a été assez recaractérisé dans cette saison 2 quand même. Parce qu'on passe quand même d'un personnage qui est absolument renfermé sur elle-même, genre limite maladif, à une meuf qui se balade. Sans problème. Genre, c'est adressé dans la saison très rapidement, mais effectivement, je me suis dit, ils se sont dit, en fait, il faut que ce personnage fasse d'autres trucs, parce que là, on en a besoin, quoi. C'était assez rigolo. Mais je sais pas comment ils mettent en place un système de thérapie dans le silo, parce que tu dis, tout le monde devrait en avoir besoin, hein, déjà. Mais elle est restée enfermée pendant genre 25 ans, en angoisse pas possible, et là, ça va mieux, c'est bon. Allez, j'y vais. Ok. Le pouvoir de l'amour. Mais et puis il y a donc voilà ce problème, genre je parlais tout à l'heure du personnage du juge, moi, que j'aimais bien jusqu'à ce que elle meure.
Et en fait, il me semble que c'est un peu la maladie de Silo, parce qu'en fait, dès les 3 premiers épisodes, on avait un ensemble de personnages vachement intéressants. Je pense notamment à celui qui était joué par Will Patton, le shérif d'avant, le shérif actuel, qui était un personnage vachement attachant, en fait, quand on le découvre au début, qui est amoureux T.P. Morns. Ouais, c'est ça, l'ancienne, donc la mère qui meurt aussi au début, qui semi-forme Juliette, et qui meurt tout de suite. Et en fait, quand Silo commençait, je me disais, ouah, c'est hyper courageux, parce que les personnages sont très bien, il les sacrifie tout de suite, ça veut dire qu'ils ont vraiment des super idées pour la suite. Et le problème, c'est que du coup, les personnages qui les remplacent, sur lesquels on va se concentrer dans la 2, c'est pas forcément le cas. Et moi, un énorme problème, par exemple, c'est donc Shirley et Knox, les 2 amis de Juliette, avec qui on passe beaucoup de temps dans la rébellion. Et après donc cette 2e saison, pour moi, ils ont pas évolué d'un iota dans ce que je comprends d'eux par rapport à la saison 1. C'est-à-dire que c'est pas des personnages qui se sont révélés, ils sont en couple maintenant, en tout cas il y a une relation amoureuse qui s'établit, mais les 2 comédiens n'ont aucune alchimie, ce qui fait que je m'en fous. C'est horrible, parce que vraiment, mais en fait, ça les complexifie pas du tout, ce qui fait que je vois ces personnages, je suis genre, j'attends que leur rébellion avance, que ça progresse. Et c'est là où je me suis dit, quand tu disais que c'est une série à mystère, c'est vrai que c'est une série à mystère, mais en fait c'est aussi en partie un aspect qui est un peu classique de la SF télévisuelle, c'est de la résolution de problèmes depuis, je pense, Star Trek. Alors c'est quelque chose qui vient de la littérature de SF, les nouvelles de robots d'Asimov par exemple. On a un problème par rapport à la technologie qui a été inventée pour le récit, et on va dire, tiens, quelles sont les conséquences, comment on pourrait le résoudre, quelle dimension éthique ça peut avoir. Et cette rébellion dans le système du silo, c'est ça, on se dit comment ça pourrait fonctionner exactement, et ça pourrait être très intéressant, mais là ça l'est pas. Du coup, c'est pas si complexe que ça va pas si loin, et comme on ne s'attache pas particulièrement à la plupart des personnages, les enjeux font qu'on a du mal à accrocher. Et pendant ce temps-là, il y a Juliette qui vit sa vie dans le silo, qui découvre des choses intéressantes, mais ça prend beaucoup trop de temps. Et comme vous le disiez, moi, vraiment, Solo, c'est peut-être la révélation de la saison. C'est le personnage que j'ai préféré, que je trouve très attachant. J'adore Steve Zahn en plus, donc ça fait que c'était déjà gagné pour moi. Mais comme vous l'avez dit aussi, je pense que si on nous révélait la situation dans laquelle il vit, avec ce groupe d'enfants et d'adolescents qui cherchent à le tuer, et l'histoire qu'ils ont entre eux, si c'était révélé beaucoup plus tôt, c'est tout de suite plus dramatique et vachement plus intéressant que ce qu'on a d'attendre quasiment les 3/4 de la saison pour en arriver là. Et donc c'est vraiment une saison qui retarde sa propre avancée. On sait pas trop pourquoi, ce qui fait qu'il y a presque un côté méta où on voit tout le monde qui attend le retour de Juliette, et on dit genre, ouais, on veut qu'elle revienne parce que qu'on là, se fait chier, quoi. C'est le problème de la saison, c'est qu'elle est là-bas, vous l'attendez, et du coup, on attend tous ensemble qu'il se passe quelque chose. Et là, je reviens c'est une de mes préoccupations toujours, mais pour moi, c'est vraiment un choix d'écriture d'avoir prévu, de savoir en fait là où on va, mais de trop savoir là où on va. C'est-à-dire que c'est à la fois une adaptation, et aussi une adaptation qui a été planifiée, parce qu'en gros, Silo va s'arrêter en saison 4, qui a déjà été commandée, la 3 est tournée, la 4 va commencer à être écrite et va commencer à être tournée, ce qui fait que donc ils sont arrivés, ils se sont dit, il faut que la 2 se finisse sur ça, que la 3 se finisse sur ça, que la 4 se finisse sur ça. Sauf que là, on se rend compte que ce qu'ils voulaient montrer dans la saison 2, moi, quand je vois, alors c'est toujours facile de faire ça après, quand ça a déjà été écrit, c'est très facile de faire la critique. C'est pour ça qu'on le fait, voilà. Ouais, voilà, mais bon, disons que moi, quand je vois ce qui s'est passé cette saison 2, j'ai l'impression que tout ça aurait pu être fait en 4 ou 5 épisodes, et ça aurait fonctionné aussi bien. Et donc, en fait, là, ils se sont bloqués sur, il faut que la saison 2 se finisse sur Juliette qui revient. Peut-être qu'en fait, s'ils avaient laissé le récit avoir son propre rythme, ça aurait été le milieu de saison 2 et que ce serait propulsé vers autre chose. Et je vais comparer, sans faire aucun spoiler, à une autre série d'Apple qui fait sa saison 2 en ce moment, qui est Severance, qui au contraire, donc sans rien révéler, puis on en est, mais en ce début de saison, a pris au moins une décision que moi j'attendais pas du tout, et qui, je penserais, était un truc qui allait arriver plus tard dans la saison, ou plus tard dans la série même, et qui m'a pris de court. Et c'est exactement l'inverse de ce qui arrive avec Silo, où t'as l'impression qu'ils veulent vraiment dicter le rythme du récit, et ensuite remplir. C'est-à-dire dire, on parle de Lucas, il faut que Lucas, à la fin de la saison, il découvre ce que c'est en fait la procédure. Donc tout le parcours de ce personnage-là, ce sera ça. Au lieu de se dire, qu'est-ce qu'il pourrait faire ? Il découvre ça, quelle est la conséquence, jusqu'où on va, enfin bon. Je pense que c'est la source du problème de Silo, quoi. C'est d'avoir tout planifié, de laisser ça dicter le rythme du récit au lieu de le laisser se faire naturellement. Mais tu vois, quand tu dis que on sait où on va et que ça se ressent énormément, en t'écoutant, ça me faisait penser, justement, t'as des personnages, tu sais que ils vont aller dans ce sens-là. Je parlais de Martha qui a pas véritablement trahi. Tu le sais que Lucas, il va pas rester au service de Bernard, parce que, enfin, c'est juste deux conceptions, deux personnages tout à fait opposés.
tu sais que ça peut pas durer, et t'as des choses comme ça. Tu le sais que le docteur Pete Nichols va se sacrifier. Tu le sais, c'est Ian Glenn, c'est le personnage qu'on sacrifie, c'est triste à dire, mais il a une tête de personnage qu'on sacrifie, le pauvre. C'est le nouveau Boromir. Exactement, c'est notre nouveau Sean Bean. Sean Bean. Tu vois, t'as cette idée qu'il a une tête de personnage tragique et qui se sacrifie par amour, etc. Ouais. Il le fait super bien, d'accord. Mais bah du coup, là, tu le vois venir une demi-heure avant Ah ouais, il y a une bombe, on se demande ce qui va se passer. Tiens, dis donc, c'est marrant, ça. Et là encore, ce moment-là marche pas. Ah non. Enfin, on essaye de te faire croire à une espèce de tension, à une espèce de truc un peu émouvant, mais en fait, tu te dis à plein d'égards, ça pourrait se passer autrement. Enfin, je veux dire. Et puis ils ont une conception des lois de la physique qui est bien eux. Hein. Je suis pas une spécialiste d'électronique ni de plein de choses en fait, mais pour que même moi je me rende compte qu'il y a des problèmes, c'est que c'est un peu écrit avec des grosses ficelles, du gros scotch. Et en fait, c'est presque pire que ça dans le côté, effectivement, pour rebondir sur ce que tu disais, Briac, sur le côté le planning qui dicte le contenu des épisodes et tout, c'est que en fait, il faudra qu'on s'en reparle une fois que la série sera terminée, mais il y a presque un côté un peu vain, en fait, dans ces 2 premières saisons, sur ce qu'on nous raconte. Parce qu'en fait, tout ça est pour nous faire comprendre finalement ce qu'on comprend à la fin de la saison 2 sur l'univers plus général de Silo et ce truc qu'il faut résoudre et que du coup Juliette découvre sur effectivement ce mécanisme qui vise finalement à purger un silo si ça part en couille, quoi. Mais en fait, finalement, on a eu 2 saisons pour ça quelque part, quoi. Et comme tu dis, il s'est passé beaucoup de choses, des personnages sont morts et tout, mais en fait, un peu pour rien, parce que finalement, il n'y a pas eu de vrai... J'ai l'impression, ou en tout cas, c'est peut-être parce que justement la série ne le fait pas assez bien, la compréhension, la résolution d'un mystère n'entraîne pas forcément la compréhension d'un autre, ou en tout cas, il y a un chaînage entre les mystères qui ne semble pas particulièrement absolument logique et absolument important. Puis il y a un côté... Et alors, tu vois, genre quand on nous dit bon ouais, en fait il y a un gaz toxique qui peut tous les tuer s'il décide, t'es genre ouais, enfin ça c'est pas une vraie surprise, t'es genre oui, ça a l'air un peu retors comme système, ça m'étonne pas plus que ça. Et du coup t'as l'impression que ça devrait être une espèce de mindfuck et t'es genre non, enfin j'ai envie de dire même la fin de la saison 2 avec cette scène dans le passé, alors tu dis ah ok, ça va être assez dingue. On apprend, alors vous me dites si j'ai pas tout compris, mais on apprend qu'il y a eu donc un conflit avec l'Iran qui, en tout cas, a dû mener à la création des silos. Est-ce que c'est ça ensuite qui a mené à la fin du monde ? Pas encore sûr, mais probablement. Et on a ce personnage qui a donc le fameux pèse canard qu'on a vu donc plus tôt dans la série. Sauf qu'on finit là-dessus, je suis genre, oui, je me doutais que le pèse était possédé par quelqu'un qui a vécu dans le silo un moment, dans le passé. C'est cette personne, ok. Ce que t'as pas compris, c'est que le canard en plastique est le véritable mastermind. C'est lui qui a tout créé. Ça, à la limite, tu vois, ça serait surprenant, mais je regarderai. En vrai, je pense en plus que ça n'a aucun sens qu'il se retrouve là, cet objet. Pour le coup, en ayant lu les livres, et je spoilerai rien et tout, mais je veux dire, c'est un item qui appartient à une personne. C'est quand même très... En vrai, je pense pas que ça soit le même item, quoi. Je pense que c'est un clin d'œil visuel. J'espère pas qu'ils vont nous faire une explication de ça, parce que vraiment, ça serait ultra tiré par les cheveux. Puis même ça, hein, le mec, il pense qu'il vient pour un rendez-vous potentiellement amoureux, et du coup il vient un peu à l'arrache et il a attrapé le premier truc qui passait, et c'est un dispenseur, un dispenser pèse de bonbons. Enfin, il avait rendez-vous avec une gamine de 8 ans, qu'est-ce qui se... Oui, il fallait nous faire une vanne sur elle aime les canards. Ouais, je sais pas, là, je sais pas. Ok, très bien. Weird. Même si elle était là pour un rendez-vous amoureux, elle a des signes qu'il faut fuir, la madame, quoi. Mais ouais, il manque peut-être une scène, effectivement, après ce flashback qui, encore une fois, ferait écho à ce qui va se passer très probablement dans la saison 2 et qui, là, pour le coup, permettrait vraiment de se dire ok, je vois où ils veulent en venir et tout. Là, on nous fait comprendre que on va effectivement explorer le passé de toute cette histoire et sans spoilers, hein, le deuxième roman s'appelle Silo Origins, donc effectivement l'adaptation suit son cours, mais il y a plus que ça quand même, et je trouve que c'est dommage qu'il n'en ait pas montré un tout petit peu pour appâter encore plus, quoi, le truc. Moi, je voulais quand même souligner
en complément de de vos avis que je rejoins pas mal, le côté production, on reste sur quelque chose qui est assez qualitatif quand même, aussi bien au niveau des décors que du casting, que les éléments qui créent le lore de Silo, ça reste toujours un truc qui est assez cool visuellement, et ça l'est d'autant plus, je trouve, dans ce silo abandonné. Je trouve que c'est une belle idée parce que ça met vraiment en parallèle, pour le coup, au début de la saison, ce qui pourrait advenir du silo qu'on connaît, comme une espèce de version alternative du multiverse de Silo, avec vraiment exactement le même décor, mais complètement, pour le coup, détruit, et avec du coup tout un tas de rapports esthétiques, de couleurs, et carrément encore plus post-apo que ce qu'on connaît jusqu'à présent. Donc ça, j'ai trouvé assez cool. Et effectivement, le premier épisode là-dessus est une bonne introduction de ça. Et il y a d'assez belles scènes d'exploration quand même, notamment. Enfin, tu te dis vraiment, ok, je sais pas à quel point Rebecca Ferguson a eu envie de ça, mais c'est un beau rôle physique aussi pour elle de tout un tas de choses où effectivement, c'est un personnage qui est très dans l'action et qui est très dans l'incarnation, quoi. Donc c'est assez chouette. Les personnages, les nouveaux personnages, enfin le nouveau personnage principalement, hein, Solo, je vous rejoins, il est vraiment un chouette personnage. On est vraiment sur une espèce d'adulte qui n'a pas grandi, et en plus avec une voix comme ça, enfin tout est vraiment et en même temps il a un côté très inquiétant, vraiment dans les toutes premières tous les premiers épisodes, on sait vraiment pas trop sur quel pied danser avec ce personnage. Qui est à la fois hyper attachant, et en même temps on se dit waouh, le mec est tout seul depuis a priori très très longtemps, il fait un petit peu peur quand même, quoi, et on te fait comprendre en plus qu'il dit pas forcément la vérité, enfin ça aussi c'est quelque chose qui au final est un peu désamorcé sans trop de conséquences, mais je trouve que vraiment ils l'ont bien casté, ils l'ont bien réussi, ce personnage. Ouais, tout à fait. Par rapport aux personnages secondaires, effectivement, et notamment à Shirley et Knox. L'actrice qui joue Shirley, donc Rémi Mellner, je pense qu'elle a été assez mal servie sur cette saison, parce qu'effectivement, elle est vraiment unilatérale. Enfin, c'est la meuf vénère, quoi. Là où je trouve que Knox est un personnage intéressant, parce que on essaye de nous dresser le portrait d'un mec un peu viril, un peu leader, mais en même temps, il y a ce truc où il est pas casse-cou, il est pas suicidaire, quoi. Ce qui pourrait être complètement ce genre de stéréotype de personnage un peu brut, épaisse, tout puissant, un peu genre voilà, quoi. Et ça, je trouve que c'est intéressant dans le découpage, on va dire, de finalement ces deux personnages qui finalement peut-être forment les deux faces d'une même pièce. Et c'est quelque chose aussi qu'on retrouve chez les Sims, dont on n'a quasiment pas parlé, mais qui du coup sont un peu les grands absents de notre débrief, et qui sont pourtant des personnages sur le papier importants. Mais auxquels on s'attache pas vraiment. C'est ça. Qui ont du coup un rôle relativement crucial, ou en tout cas qui déverrouille certaines situations du côté de la rébellion du rez-de-chaussée, du sous-sol des Mechanicals, avec vraiment... Ça dédramatise complètement la rébellion du rez-de-chaussée. La rébellion du rez-de-chaussée. Avec du coup le personnage de Camille Sims, joué par Alexandria Riley, qui vraiment prend beaucoup plus de poids sur cette saison, dont on sent que finalement c'était peut-être le cerveau depuis toujours derrière son mari, qui en fait l'a amené à avoir cette carrière et le pousse à continuer, alors que lui en fait il est paumé de chez paumé, et jusqu'au bout en fait le mec il va rester un peu sur le bas-côté. Et en vrai, je suis assez curieux de savoir ce qu'ils vont faire de ce personnage, parce que il est dépossédé de tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il caractérisait en cette fin de saison 2, puisque jusqu'au bout, finalement, il n'aura pas eu ce qu'il avait envie d'avoir. Est-ce que ça va devenir effectivement un allié ? Est-ce que ça va devenir un antagoniste ? Les portes sont assez ouvertes. Donc voilà, mais effectivement, c'est vraiment une saison qui, pour redire un peu tout ce qu'on a dit, mais qui
allonge inutilement ces trames, mais en fait c'est même vraiment genre comme le nez au milieu de la figure et des deux côtés, c'est-à-dire que moi j'ai vraiment eu ce sentiment au bout d'un moment que aussi bien du côté de Juliette que du côté de la rébellion dans le silo, en fait on a eu la répétition à 2 reprises de la même situation. Ouais. Juliette cherche son équipement, elle le trouve, elle le perd, elle doit le retrouver encore. La rébellion arrive à instaurer une espèce de statu quo et arrive à progresser dans ses revendications et ils le reperdent et du coup ils doivent recréer une situation où ils sont de nouveau en maîtrise du truc. Et en fait, oui, on aurait pu couper ça en 2, ça aurait fonctionné pareil, je pense, avec peut-être en plus une urgence améliorée quoi, dans le ressenti. Et c'est ce que tu disais, Briac, du coup, on aurait pu couper la saison en 2, que ça aurait été finalement la même chose, quoi. Pour aller dans ton sens, je pense que tu disais tout à l'heure, c'est vrai que une des qualités de Silo, je trouve que c'est effectivement les choix esthétiques. Enfin, en tout cas, peut-être pas le style visuel, parce que la mise en scène n'a pas grand-chose de particulier, mais la représentation du Silo, notamment, je trouve les choix de couleurs toujours ocre, beige, l'architecture brutaliste, les vêtements qui ont l'air d'être faits, enfin, tu vois, qui font sans que ça a été fait sur place, que c'est pas toujours des trucs industriels Manufacturés, et tout. C'est ça, et du coup, ça fait que la série a au moins une vraie identité visuelle. Et c'est important parce qu'il y a beaucoup de séries de SF, parfois qui n'en ont pas beaucoup, c'est des trucs très génériques. Alors, c'est des choses qu'on a déjà vues, hein, ça fait penser à beaucoup de choses, mais au moins, tu vois une image de Silo, tu sais que c'est Silo, disons. Et ça, c'est un truc important, je trouve, dans une série de SF, et ça, c'est quelque chose de réussi dans Silo. Alors, par contre, un truc qui, du coup, contrebalance un petit peu ça, c'est le générique, qu'on avait, je crois, déjà un petit peu évoqué, mais autant, voilà, on a cette identité visuelle, autant dans le générique. Alors oui, il y a ce jeu de couleurs qui revient, mais on se retrouve avec des génériques d'imaginaire de plus en plus qui sont quasiment copier-coller, que ce soit sur les enjeux musicaux ou sur les visuels. Ouais. Et voilà, à part 2-3 nouveautés ou des innovations comme Severance qui nous fait un peu exploser la tête, mais sinon, voilà, tu vois, ça c'est aussi dommage qu'ils se fassent pas un peu plus confiance et qu'il y ait pas un peu plus d'originalité, ne serait-ce que dans cette identité musicale que pourrait proposer le générique. C'est vraiment la cata par contre la musique, je trouve, de la série. C'est du sous Ramin Djawadi, il y a des moments on dirait vraiment la bande-son de Westworld, et Ramin Djawadi c'est déjà pas un compositeur très subtil, non, c'est pas toujours très intéressant. Un peu répétitif. Il sait faire des choses efficaces, mais ça n'a jamais été un très grand compositeur. Alors en plus, quand tu as du sous Ramin Djawadi pendant toute la série, c'est vraiment un des aspects qui, pour moi, manque énormément d'identité. Ouais, ça contrebalance justement ce que je disais sur l'aspect visuel, complètement. T'as raison. Et alors juste pour l'anecdote, parce que je crois qu'on en avait parlé en off à un moment donné par rapport à ce que tu dis sur les vêtements et tout ça, à un moment donné, moi, il faut qu'on m'explique aussi pourquoi ils changent jamais de vêtements, quoi. Ces gens, en fait, ils sont tout le temps habillés pareil. Bernard, il est tout le temps habillé pareil. Alors peut-être que ça se passe sur un temps court. Il en a 15. Oui, c'est ça. Est-ce que selon le rôle que tu as dans cette société, tu as effectivement un costume, ce qui en soi pourrait être une explication. Pourrait être rigolo. Ouais. Mais ça pourrait être intéressant, mais développer ces aspects-là, tu vois, tout l'aspect du fonctionnement sociologique et des institutions, etc. En plus, là, on se rend compte dans la saison qu'il y a des choses très similaires d'un silo à l'autre, parce qu'ils ont le même concept, les mêmes terminologies pour plein de trucs, mais il y a malgré tout des différences. Et d'ailleurs, moi, je bug sur le fait que pourquoi ils n'ont pas la même fin à Roméo et Juliette. Mais voilà, tu vois, il y a des... Oui. À la limite, ça, c'est un mystère qui m'intéresse plus, tu vois. Mais il y a un gros potentiel de développement de cet aspect sociologique et de comment t'organises une société qui est complètement enfermée et répartie là à la verticale. C'est des enjeux qu'il y avait déjà dans Snowpiercer. Donc voilà, c'est des choses qui ont bien sûr été un peu traitées en SF, mais qui moi m'intéressent toujours sur ce côté réflexion humaine dans un cadre dystopique, etc. Mais non, c'était une occasion un peu manquée en l'occurrence. Très bien. Eh bien, vous l'aurez compris, on est plutôt mitigé sur cette saison 2 de Silo. De bonnes choses quand même, notamment dans la relation entre certains personnages. Moi, je retiens effectivement quand même les échanges entre Solo et Juliette, entre Bernard et Meadows, entre autres. Mais une saison qui s'étire un peu artificiellement et du coup qui plombe le rythme. Malgré tout, la série semble avoir trouvé son public puisqu'elle a fait, pour info, 3 à 4 fois plus d'audience que la saison 2 de Foundation et 2 fois plus que sa première saison. Des chiffres qu'on peut retrouver sur le très renseigné site Netflix and Chiffres de Frédéric. Voilà, je vous invite à vous abonner à ses réseaux et à retrouver sa newsletter parce qu'il fait tout un travail comme ça d'audience sur les plateformes de streaming qui sont hyper intéressantes pour savoir un peu quelles sont les tendances et quelles sont les séries qui risquent d'être annulées ou renouvelées.
Tu l'as dit, Briac, Silo reviendra pour une saison 3, c'est sûr, et une saison 4 également, mais du coup la saison 3 a priori est déjà bien en boîte. C'est quoi un peu vos attentes, vous qui n'avez pas lu les livres, pour cette saison 3 ? C'est une très bonne question, merci de l'avoir posée. Moi, j'aimerais un peu déjà d'accélération, enfin, c'est-à-dire que on puisse mettre en commun les informations, tu vois, les informations de Juliette et les informations de Lucas, en fait, en l'occurrence, surtout. Et j'aimerais qu'ils arrêtent de retenir artificiellement. Mais le problème, c'est que il va y avoir les enjeux de mystère du silo, de l'origine de cette possible intelligence artificielle qui contrôle tout, etc. Et en même temps, tu as les enjeux très concrets de la révolte et que t'apaises pas une foule énervée comme ça. Donc voilà, moi j'aimerais voir comment ils vont réussir à faire avancer les deux sans qu'on mette de côté ces gros mystères d'intelligence artificielle et de peut-être qu'on est contrôlé et observé, je sais pas, c'est peut-être une grosse expérience scientifique où on a pris des êtres humains comme des fourmis et on les observe de l'extérieur, je ne sais pas après tout. Voilà, oui. J'aimerais qu'on mette pas ça de côté pour se focaliser sur l'enjeu plus rapide qui va être la rébellion. Mais de fait, ils vont peut-être être amenés à faire ça. Donc, je regarderai de toute façon la saison 3, peut-être même avec plaisir, qui sait. On peut se dire que le premier épisode sera sûrement bien. Voilà, exactement. Briac, de ton côté ? Un peu comme Justine, j'attends pas mal de choses du retour de Juliette, puis de Rebecca Ferguson, avec tous ces acteurs qui, je pense, va leur donner un petit coup de jus dans toutes ces relations, notamment aussi Bernard, qui va être sans doute encore plus intéressant s'il survit à la fin de la saison. C'est ça. Par contre, moi, ce que j'attendrais, c'est vraiment maintenant que la série me surprenne vraiment. Ouais. C'est-à-dire, ce qu'on a dit, c'est fin de saison 1, il y a plusieurs silos. Ok. Je m'en doutais, mais bon, tu vois, c'est facile de toujours dire je savais avant un twist, mais je suis pas surpris par cette révélation. Oui, quoi. Ça aurait été presque plus surprenant qu'il y ait qu'un seul silo. Ouais, voilà, c'est ça, genre probablement qu'il y en a d'autres. Ouais, ok. Oui, vous pouvez tous mourir empoisonnés. Ouais, ok, je pouvais l'imaginer aussi, tu vois, c'est sans se dire que je l'avais prédit, genre ouais, ok, ça. Et là, j'ai envie que vous me donniez un truc, ouais, ok, ça, je l'avais pas vu venir du tout. Voilà. Ça, ce serait peut-être un petit plaisir que j'aimerais avoir en regardant Silo, parce que c'est vraiment le genre de série auquel tu t'attends à voir ce genre de choses. Donc, mais vraiment à regarder avec plaisir, et j'attendrai. Et d'autant plus que le fait que ce soit déjà tourné, je pense qu'on l'aura dès l'année prochaine, et ça, c'est sympa aussi, les séries qui reviennent tous les ans. Effectivement. Moi, de mon côté, je suis assez... Alors... Comme j'ai dit, j'ai lu les livres, donc je me souviens de la trame, mais pas dans le détail. Et je suis assez intéressé de savoir comment ils vont gérer effectivement le retour de Juliette, qui est un personnage qui est relativement peu sociable, de manière qu'on nous le présente en tout cas un petit peu comme ça, et qui là du coup va être confronté à un rôle un petit peu une attente de la part de cette population qui la voit comme une espèce de messie. J'exagère un peu, mais il y a un côté un peu figure de proue de la révolte, le fameux Juliette Lives qu'on nous a bombardé toute cette saison 2. Je pense que ça va... Je suis pas sûr qu'elle soit capable d'assumer ce rôle, donc ça va être intéressant. À voir effectivement aussi si Bernard survit, quelle mécanique il peut y avoir entre ces personnages qui du coup qu'est-ce que lui effectivement peut devenir. Ça peut être aussi intéressant. Je suis en train de me dire en fait, tu vois, tout à l'heure on parlait de Patrick, qui est d'ailleurs joué par Rick Gomez, que j'ai vachement mis du temps à reconnaître et qui est un acteur que j'aime beaucoup, qui on se demande un petit peu à quoi il sert, ou on comprend pas trop son rôle. Là en fait je suis en train de me dire, est-ce que on nous a pas un peu monté un truc pour nous dire en gros il y a une partie de la population un peu centrés autour des personnages principaux tels qu'on les connaît, qui vont être très attentifs à ce que Juliette va dire et qui vont comprendre que c'est la merde et qu'il faut faire un truc pour sauver les habitants. Et de l'autre côté, le personnage de Patrick qui, lui, très clairement, au bout d'un moment, dans cette saison 2, nous vire genre on veut sortir, quoi. Peu importe ce qui se passe, on veut sortir, on nous ment, on veut sortir. Et qui sera peut-être du coup un antagoniste au moins de cette
ce début de saison pour dire ok, Juliette est revenue, mais en fait on veut sortir les gars, n'oubliez pas quoi, et qui du coup en l'absence d'autorité et de figure d'autorité dans ce silo va créer vraiment des enjeux de population les unes contre les autres, donc ils sont pas sortis de l'auberge très clairement. Ça va être intéressant de voir effectivement si le retour de Juliette va mettre un terme à ça et ils vont partir un peu sur une ardoise vide de tout est ok sur le silo, ou au contraire on va être dans quelque chose d'assez dans la confrontation, en tout cas au début de la saison quoi. Voilà. Ouais. C'est vrai que la post-rébellion peut être le passage le plus intéressant de la série. C'est-à-dire, une fois qu'on a atteint ce truc un peu évident auquel on s'attend, voir comment on va gérer ces enjeux-là et comment on va échouer peut-être, et comment des personnages vont... Même peut-être des amis de Juliette vont se retourner contre elle. Ouais, ça peut être très intéressant. Ce fameux truc de qu'est-ce qui se passe après une guerre, quoi. Les personnages qu'on trahit, les collabos, les faux héros, enfin, effectivement... Comment tu reconstruis à partir de ça ? Où est-ce qu'on va ? Et puis, du coup, le personnage de Camille qui, là aussi, va devenir un pivot par rapport à la résolution de l'intrigue vis-à-vis de ce silo qui peut être vidé, qui peut être empoisonné et qui... dont on va voir si effectivement c'est plutôt un personnage qui est plutôt dans le contrôle ou dans le... Même si on nous a montré dans cette saison 2 qu'elle était a priori assez intelligente et capable de faire des choix qui étaient plutôt raisonnés ou en tout cas réfléchis, quoi. On essaiera de se retrouver pour une saison 3 du coup. Pas mal d'attentes en fait, pour une série qu'on a descendue un petit peu pendant plusieurs minutes. Ils ont laissé tellement de choses en plan qu'on a envie de savoir s'ils vont les résoudre. C'est vrai. Ça montre qu'elle a des qualités quand même, quoi. C'est-à-dire qu'on a quand même envie de savoir tout ça et de redécouvrir cet univers. Donc, oui. Voilà, quoi. On est foutus, mince. Eh ben, en tout cas, on sera de retour, on espère, sauf si c'est vraiment nul, mais pour faire une watchlist sur cette saison 3, peut-être du coup en fin d'année, voilà, si la série revient sur un rythme similaire à cette saison 2. C'est la fin de cette watchlist consacrée à la saison 2 de Silo. Merci à tous et à toutes de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à l'émission Spoilers sur votre fournisseur préféré de podcast et à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire si vous en avez l'envie. C'est la meilleure manière de nous soutenir en 2025. On ne change pas une équipe qui gagne. Merci à celles et à ceux qui l'ont déjà fait et à bientôt pour de nouvelles watchlists. Salut. 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 Bonus. Trax. Alerte rouge pour tous les fans de Star Trek! Pour avoir des analyses détaillées sur chacun des épisodes des nouvelles séries Star Trek, écoutez Le Cadran Pop, un podcast qui analyse tout Star Trek, à commencer par tous les épisodes des séries récentes. On parle aussi des films et de plein d'autres choses. Alors si vous voulez vivre longtemps et prospérer, écoutez Le Cadran Pop sur toutes les applications de podcast via le flux du coin pop. Et vous pourrez aussi vous téléporter sur notre site internet podcast.lecadranpop.fr. Bonus.